Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Philosophe, Front Populaire, c'est votre revue que vous avez cofondée avec votre ami Stéphane Simon. La gauche immorale de Robespierre aux islamo-gauchistes, c'est le numéro de cette semaine, et aussi votre livre Dieu, le philosophe et le rabbin, paru en novembre 2022 aux éditions Bouquin. On va parler de l'actualité, Michel Onfray. Ces manifestations contre la réforme des retraites qui prennent des formes très diverses. En ce moment, il y a une marche au flambeau à Paris avec à la fois des syndicalistes, mais aussi des salariés qui disent voilà, nous, on ne peut pas, sur nos heures de travail, faire grève, mais on vient le soir avec des flambeaux pour dire notre hostilité à la réforme des retraites. Vous comprenez ce type de manifestation? Ces gens qui, après le travail, disent on ne veut pas finir de bosser à 64 ans dans la vie. Oui, bien sûr, ils ont raison. C'est vraiment la question du temps de partage, enfin du temps de travail partagé qui se pose. Je pense que les politiciens, les syndicalistes sont des feignants depuis très longtemps. Ils ne travaillent pas. Ils auraient dû travailler, enfin normalement quand on est de gauche, quoi. On aurait dû penser à ces questions de la retraite, du travail, en se disant qu'est-ce qu'on peut proposer avec une société qui a complètement changé. Alors peut-être que la CFDT a proposé des choses, la CGT aussi, Michel Onfray. Là, je parle des partis politiques. Ce sont les partis politiques qui font des propositions. Enfin, on sait qu'ils fonctionnent avec un certain nombre de syndicats, mais ils ont la base, les syndicats, enfin, on peut travailler tous ensemble en se disant mais le travail a changé. Pourquoi y a-t-il des gens qui gagnent un argent fou alors que d'autres sont pauvrissimes? Pourquoi est-ce qu'il y a cette paupérisation? Il y a des nouveaux instruments, le téléphone portable, l'ordinateur, on fait des nouvelles technologies, tout ce qui fait qu'il faut repenser le travail et le repenser autrement que de manière jacobine, en disant c'est comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui vide les poubelles et quelqu'un qui fait de la neurochirurgie, par exemple, le travail pour lui c'est la même chose. Non, il y a des épanouissements personnels. Moi, je ne veux pas m'engager pour vous, mais je veux dire, moi je fais un métier épanouissant, je compte pas mes heures, je vais pas partir en vacances, je vais pas partir en week-end, je vais pas partir à la retraite parce que j'aime mon métier. Mais il y a tellement de gens, et je les comprends, qui n'aiment pas leur métier, qui sont mal payés en faisant un travail plutôt désagréable, sans paiement symbolique, sans salaire véritablement. Ils disent non, on va pas passer notre vie à travailler. Et puis la plupart du temps, avec tout ce qu'on ingère comme saloperie en mangeant des produits industrialisés, on se retrouve avec des cancers, avec des maladies de Parkinson, avec évidemment on vit beaucoup plus longtemps, mais dans quel état? C'est ça. Donc, la retraite, on n'en profite pas. On en profite mal la plupart du temps. Et donc il y a beaucoup de gens qui même il y a une espèce de décompensation quand on arrête le travail. Et puis d'un seul coup, on voit que le corps s'effondre. On nous a dit vous n'êtes que quelque chose qui dans la société fonctionne. Si vous n'êtes plus dans la société, vous ne fonctionnez plus, vous êtes renvoyé à vous-même, alors vous rencontrez, je sais pas, votre mari que vous découvrez, votre femme que vous découvrez, votre solitude, vous-même qu'éventuellement vous découvrez, et puis une espèce de décompensation, d'effondrement, le système immunitaire fait que, et hop, on voit des gens, on se dit, mais elle n'a même pas profité de sa retraite. Donc je soutiens absolument tous les gens qui veulent au moins la retraite à 60 ans. Mais quand on dit c'est comme ça qu'on va sauver l'équilibre financier du système, c'est comme ça qu'on va pouvoir revaloriser les petites pensions, vous dites non, en fait, ce n'est pas juste. Cette réforme n'est pas juste. Il faut repenser ça aussi, cette façon de dire ah mais c'était comme ça dans le temps, donc il y a un incroyable conservatisme sur ce sujet-là. On doit dire mais attendez, il suffit juste d'avoir de l'argent et on peut le récupérer autrement. Donc envisageons une autre façon de payer les retraites, cette façon de dire les anciens vont ceci, etc. On sait très bien qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent, qu'il y a de moins en moins d'anciens, que les anciens, la plupart du temps, on les met sur la touche. On leur dit, le paradoxe, c'est quand même de leur dire, vous allez travailler plus longtemps, mais vous allez partir plus vite, et on est mis à la porte parce qu'on cesse d'être performant. Donc on va chercher des jeunes, on va dire, mais vous, de toute façon, on vous donne un chèque, partez, disparaissez, puis après, les jeunes, on leur fait un contrat léonin, ils sont obligés de travailler dans des circonstances incroyables. S'ils refusent, on leur dit, vous êtes mis à la porte. C'est-à-dire que repenser le travail pour la gauche, ça aurait dû se faire sur ce terrain d'une espèce d'exploitation généralisée. Il faut repenser le capital de Marx d'une certaine manière. Il n'y a plus les bourgeois, les prolétaires comme dans le Capital, mais il y a un prolétariat qui est terrible. Les jeunes filles qui font qui sont à la caisse, les garçons qui livrent, je les vois passer au-dessous de chez moi, des pizzas à 11h du soir en mobilette et qui doivent être en cours le lendemain, des jeunes filles à qui on propose des bricolages sexuels parce que les propriétaires disent on peut toujours arranger les choses comme ça. Enfin, il y a un nouveau prolétariat aujourd'hui. Et ce nouveau prolétariat, on n'en parle pas et la gauche ne s'en soucie pas. Donc il faut repenser le travail, repenser la retraite et dire attendez, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Si vraiment on veut déplacer cet argent pour le replacer ailleurs, on peut très bien repenser les choses autrement. Repenser le travail, c'est très intéressant. C'est une des notions d'ailleurs qui est assez peu abordée dans cette réforme des retraites. Mais quand vous voyez des jeunes descendre dans la rue et dire à 20 ans, nous, on veut travailler moins, on ne veut pas travailler aussi longtemps, ça ne vous interpelle pas? Vous pensiez à ça, vous, à 20 ans? Moi non, mais eux, ils ont des raisons de penser comme ça. Je ne pense pas qu'ils aient raison de penser comme ça, mais ils ont des raisons de penser comme ça. Vous faites des diplômes qui sont parfois hyper techniques. Vous faites un doctorat d'ethnologie, par exemple. Et vous dites, j'ai un doctorat en ethnologie, je suis très doué sur une peuplade de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et vous dites, je voudrais travailler avec ça. On vous dit, mais non, mon garçon,
On n'a jamais, ma jeune fille, on vous fait pas, on fait pas redoubler. On a le bac, on a les études, etc. Puis à un moment donné, on a bac plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Et on dit non, on a un boulot de boulanger pour vous. On dit, ça va pas. On a un boulot de charcutier, on a un boulot de serveur. On dit, mais non, je suis quand même un universitaire. Moi, je veux être prof de fac, sinon rien, quoi. Puis encore, prof de fac, on est mal payé, etc. Donc je comprends qu'on a bercé d'illusions un certain nombre d'enfants qui, à 20 ans, disent « moi j'aimerais commencer par la retraite, et puis à 65 ans, j'aimerais qu'on commence à me parler de travail », parce qu'il y a une espèce d'inversion de valeur. On a dit d'ailleurs que le travail n'était pas une valeur ou une vertu. On a vu Madame Rousseau nous dire que finalement l'oisiveté était préférable. Vous vous rendez compte ? Professeur d'université qui nous dit qu'il vaut mieux être feignant à la fac que d'être travailleur. Ça veut dire à ses étudiants, ne travaillez pas. Ce ne sera pas très utile de travailler. De toute façon, les diplômes, vous les aurez. Moi, je suis fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage. Le travail était une vertu, c'était une valeur, y compris quand il était difficile et pas forcément symboliquement payé. La France bloquée, c'est une perspective qui nous attend pour la semaine prochaine. C'était prévisible. C'est une colère sociale qui monte de toutes parts. Oui, mais vous savez, il y a la jurisprudence de l'emmerdeur. C'est une citation, c'est quand même le président de la République qui a dit à un moment donné que les non-vaccinés, il avait envie de les emmerder. Et je pense qu'il y a chez lui une théorie de l'emmerdement, comme ça, du genre, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de toute façon, c'est le traitement que je vais vous infliger. Moi, j'ai décidé que... Il prétend qu'il peut reculer sur cette réforme ? Il est marchand de tapis. Vous savez très bien, quand on achète un tapis, quel prix vous allez mettre, jusqu'où vous allez aller, comment vous allez obtenir le fait que ceci ou que cela. Donc vous avez un certain nombre de choses que vous avez lâchées en cours de route pour dire, vous avez vu, on est de bonne volonté, mais finalement, le noyau dur, on ne va pas lâcher. Et je pense qu'on va vers un bras de fer, d'autant plus qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas se présenter aux prochaines élections et qu'il n'a vraiment rien à perdre et que la violence, ça ne le gêne pas du tout. Et l'idée que des gens soient dans la rue, ça ne le gêne pas du tout. L'idée que la France soit arrêtée, ça ne le gêne pas du tout. Donc d'une certaine manière, quand les syndicalistes disent que c'est lui qui est responsable de tout ce qui se passe actuellement, d'une France bloquée, c'est pas faux. C'est-à-dire que cet homme n'a pas la culture de la négociation. Il n'a pas la culture démocratique. Il a perdu les élections législatives. Il a été élu démocratiquement, Michel Onfray. Je ne vous le fais pas dire, mais l'Assemblée nationale aussi. Et l'Assemblée nationale ayant été élue et ne lui donnant pas raison, il devrait, en tant que chef d'État, je ne dis pas le général de Gaulle aurait démissionné, mais lui, il en est bien incapable. Mais il doit se dire, l'outil qu'on m'a donné, c'est cette Assemblée nationale, avec le Rassemblement national et la France insoumise qui existent comme ces deux partis existent. Et à ce moment-là, on fait de la politique avec ce que les Français disent. C'est-à-dire, les Français ne sont pas à son service, il est normalement au service des Français. Et comme il n'a pas compris ça, et qu'on le laisse faire, il continue. Alors, on va écouter juste Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il s'est beaucoup exprimé sur cette réforme des retraites. Écoutez ce qu'il dit, notamment à propos d'Emmanuel Macron. Eh bien, les 2 années qu'ils veulent vous prendre ne feront pas travailler une seule personne de plus. Je le sais bien. Ce sera des chômeurs de plus. Ce sera des malades de plus. Mais ce sera surtout de la vie en moins. Voilà ce que vous voulez faire, monsieur Macron. Soyez maudits. Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandises, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon. Soyez maudits, les mots ont un sens, Michel Onfray. Est-ce qu'on n'est pas dans la démesure, dans l'exagération ? Il est marseillais, Jean-Luc Mélenchon. D'accord. On le sait bien. Mais enfin, quand même. Ah, il est Dieu. Et puis, au parti, on le lui fait savoir. Donc, moi, j'enlève ça, parce que je crois que maudire, il faut laisser ça à Dieu, si tant est qu'il existe. Mais le reste, je souscris. Il a raison. Ce qu'en philosophie, on appelle la réification, c'est-à-dire la transformation de tout en choses pour pouvoir louer, vendre, etc. C'est le capitalisme aujourd'hui. Et il a raison de dire qu'on réifie la vie des gens au quotidien en leur disant, vous allez travailler, on va vous exploiter, puis on va augmenter les cadences, puis vous aurez des primes, et ce seront les primes, elles ne seront pas comptées ou décomptées dans les retraites, et vous n'allez gagner rien du tout. Et puis de toute façon, vous n'aurez pas le choix, puis on n'indexera pas les retraites sur le coût de la vie, etc., etc. Il le dit très précisément. Donc maudire, on connaît Mélenchon, mais ceci dit, ce discours m'intéresse, l'idée de réification, de tout transformer en choses, on le voit bien, gestation pour autrui, etc. Enfin voilà, les enfants qu'on transforme en choses pour pouvoir louer des utérus, vendre des enfants. Le capitalisme, c'est ça. Tout est susceptible d'être vendu, échangé, troqué, tout etc. Et la vie d'un homme, son temps de travail, tout ça, c'est effectivement réifié. Et je souscris à ce qu'il a dit. J'aimerais qu'on évoque la situation en Ukraine. Il y a beaucoup de tensions et de pression sur la France pour livrer des chars lourds, des chars Leclerc. Pratiquement tous les autres pays européens sont en train de livrer, qui des chars Léopard, qui des chars Abrams pour les Américains. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase de cette guerre où la Russie a envahi l'Ukraine il y a pratiquement un an désormais ?
Alors, je vous rappelle que la télévision a décidé que ça faisait 1 an. Moi, je vous rappelle que... février pour... Non, très précisément. Vous datez de 2014 2014. Donc, cette guerre elle existe depuis beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que 9 ans, quoi. Cette guerre existe depuis 9 ans. On ne s'en occupe pas. Puis d'un seul coup, les médias disent on va s'en occuper et ça devient le problème. Ah, d'un seul coup, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Il s'est passé des choses en amont, avant qu'on en arrive à ça. Clausewitz a écrit un très gros livre qui s'appelle De la guerre. C'est un manuel de guerre, de polémologie, comme on dit, qui a servi aussi bien à Lénine qu'à Ho Chi Minh ou à d'autres. Et il dit que la guerre, c'est la politique continuée par d'autres moyens. Mais la guerre, c'est la politique quand on a raté la politique. Je pense que ça fait 10 ans qu'on avait les moyens de faire de la politique. Et que le prédécesseur de Macron et que le prédécesseur de Hollande étaient susceptibles de faire de la politique. On pouvait faire de la politique. Rien n'a été fait pour que la politique soit faite. Moi, j'aime beaucoup le métier de diplomate. Je pense que ces gens intelligents, cultivés, brillants, polyglottes, etc., pouvaient faire un travail considérable. Qu'on pouvait avoir des envoyés. Jean-Pierre Chevènement, je crois savoir, un temps, était l'envoyé d'Emmanuel Macron auprès de Poutine. Il y avait des choses à faire avant la guerre. Cette façon de bombarder les populations. Nous entrons en guerre. Il y a vraiment que Macron, qui est un penseur du en même temps, pour nous expliquer qu'on fournit des armes de guerre et en même temps, on n'est pas des co-belligérants. Mais bien sûr que si. Tout le monde le dit, Biden le dit, tout le monde le dit. Tout le monde a très très peur d'entrer en conflit direct avec la Russie. Mais nous sommes en conflit. Alors pour l'instant, Poutine n'a pas encore choisi ni le lieu ni l'heure. Mais si vous rentrez dans une coalition contre la Russie, il est bien évident que la Russie, à un moment donné, va s'occuper de nous. Alors, ils ont des hackers, ils ont des cyber-hackers. Les hackers peuvent faire ce qu'ils veulent en Russie. C'est une espèce de deal avec Poutine. Poutine dit, vous faites ce que vous voulez, je vous laisse faire. Trafic de drogue, trafic d'organes, tout trafic possible et imaginable. Simplement, quand j'ai besoin de vous, je vous demande. Et vous faites le boulot pour moi. C'est-à-dire, on sait très bien qu'aujourd'hui, tout fonctionne avec les ordinateurs, avec le numérique, etc. Vous pouvez faire des guerres aux hôpitaux, que vous allez arrêter, aux ports, aux aéroports, quand vous serez dans un avion et que la tour de contrôle vous dira... ça marche plus, etc. Ce sont des guerres possibles. La cyberguerre est aujourd'hui possible. Il n'y a pas que les chars russes sur la place de la Concorde à Paris pour imaginer une invasion. Il y a la possibilité de gêner des économies, il y a la possibilité de donner des informations, il y a la possibilité d'entrer sur des serveurs de banque, c'est-à-dire qu'on peut mener une guerre, c'est pas chez Clausewitz, c'est pour cause, mais qui pourrait s'avérer extrêmement dommageable. Vous pouvez, à distance, ralentir, par exemple, une centrale nucléaire, le refroidissement d'une centrale nucléaire, et de dire, bon ben voilà, maintenant, dans 2 jours, si elle n'est pas refroidie, cette centrale nucléaire, elle est susceptible d'exploser. Vous allez faire quoi ? Et pour l'instant, je pense qu'on va au-devant d'une 3e guerre mondiale, gentiment, doucement, à bas bruit. Écoutez, Poutine n'est pas du genre à dire « Ah, vous me faites peur avec vos chars, je vais rentrer chez moi, j'ai bien compris, j'arrête ». Il y a une espèce de surenchère en disant nous allons donner désormais des armes létales. Il a dit, Poutine, nous allons brûler vos chars. C'est quoi brûler ? Moi, je parle pas russe, mais j'aurais bien aimé savoir quel était ce mot, ce qu'il signifiait. Ça veut dire quoi ? Brûler avec une bombe atomique, brûler avec d'autres chars. Il va y avoir des guerres entre chars, etc. Il va se passer quoi exactement ? J'ai lu un texte très intéressant d'Arnaud Klarsfeld qui dit des choses très très intéressantes sur ce sujet. Si l'Europe avait véritablement existé comme une option politique et pas du tout comme une espèce de club économique, on aurait pu penser toutes ces choses-là. Il y a eu le format Normandie, il y a eu les accords de Minsk, tout ça a supposé qu'on ait affaire à des chefs d'État qui normalement auraient dû imposer cette loi. Elle n'a pas été imposée, on a laissé faire. Donc Poutine a profité de nos faiblesses. Poutine, il est dans un jeu d'échecs avec un autre partenaire qui sont les États-Unis. Je rappelle que ce sont 2 puissances qui s'affrontent avec l'Ukraine comme prétexte. Précédemment, Zelensky était un oligarque qui avait détourné de l'argent, qui mettait de l'argent dans les paradis fiscaux. Et on en arrive à cette situation qu'il faudrait défendre absolument la Russie, l'Ukraine. Si on commence à dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu de diplomatie, un peu de politique, imaginer que la paix est toujours préférable à la guerre. Là, tant que le canon tonne. Pardon ? Tant que le canon tonne. Tant qu'on fait rien, on a rendu tout ça possible. C'est-à-dire, cette guerre, elle ne sort pas de nulle part. Elle a été rendue possible par l'impéritie d'une Europe qui a été incapable d'exister. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui que l'Allemagne décide qu'elle envoie des chars. La France dit « Ah bon, vous me donnez l'autorisation ?» Et j'ai vu que le chancelier donne l'autorisation aux Alliés s'ils veulent faire pareil, etc. C'est formidable, cette Europe qui est pilotée par un Allemand qui nous dit « J'ai décidé, si vous voulez, vous pouvez faire de même. » Et tout le monde attend le go des Américains surtout. C'est ça, la réalité. On est entièrement d'accord. Il est bien évident que vous avez raison. L'Allemagne attend la feuille de route donnée par les États-Unis. Mais je rappelle quand même que cette guerre coûte 5 millions d'euros aux Français tous les jours. Tous les jours. Et quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour les pauvres, il n'y a pas d'argent pour remonter le SMIC, on nous dit mais les caisses sont vides, souvenez-vous, la faillite, Fillon qui nous dit qu'il n'y a plus rien du tout. Là, c'est quoi ? 1,5 milliard par an donné à l'Ukraine pour mener une guerre qu'on aurait pu
éviter en faisant de telle sorte qu'on fasse véritablement de la diplomatie et véritablement de la politique. On voit bien que l'Europe, c'est une espèce de club qui suppose la vassalisation avec les États-Unis. Les États-Unis font comme toujours, ils font faire des guerres par les autres, ils soutiennent des individus, ils sont toujours là pour que les guerres aient lieu, le moins de soldats possible tués du côté des Américains, mais en même temps, on expose les autres, et surtout les populations civiles. Je rappelle quand même que cette guerre, elle détruit des civils. Il y a beaucoup de militaires, mais en même temps, on voit aux informations les bombes qui arrivent sur des immeubles. Le cynisme d'un Poutine qui est devenu fou parce qu'on n'a pas été capable de voir ce qui était susceptible d'être fait dans un esprit gaullien. Je rappelle que De Gaulle voulait une Europe de l'Atlantique à l'Oural, et que ça reste un projet politique intéressant. Donc pour vous, il n'y a pas de réveil de l'Europe. On nous parle beaucoup du réveil de l'Europe, de l'Union européenne qui s'est soudée, de l'OTAN, pareil, qui s'est réveillée. Il n'y a rien de tout ça en réalité ? L'élément de langage, c'est très exactement l'inverse. C'est depuis le Covid, c'est l'effondrement de l'Europe. Vous avez bien vu que quand il a été question de fabriquer des masques, l'Allemagne faisait des masques dans son coin, l'Italie était obligée de demander de l'aide à Cuba. Elle est quand même là, l'Europe. C'est-à-dire que quand il a eu besoin de trouver des masques, ce sont les Cubains qui sont venus en Italie et pas les Allemands qui ont gardé des masques pour eux, pendant que les Français se disaient « mais nous qui sommes très européens… » Il y a eu des achats groupés de masques, des achats groupés de vaccins, Michel Onfray. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Hervé Morin, qui est le président de la région, qui m'expliquait qu'il y avait de la région Normandie, qui m'expliquait qu'il y avait des producteurs de masques dans la Manche, et que ça aurait pu être possible, mais que non, on n'a pas pu, parce qu'il a fallu qu'on demande l'autorisation à l'Allemagne, à l'Europe, etc. C'est-à-dire, évidemment, c'est assez problématique de voir cette Europe qui se trouve totalement effondrée, mais qui fait encore et toujours la loi. Et la France, au milieu de tout ça, les Français, est-ce qu'ils sont perdus ? Est-ce qu'ils sont désabusés ? Est-ce qu'ils sont résignés, au fond ? Ils peuvent l'être, parce que depuis 2005, il y a eu quand même un coup d'État en 2008, un coup d'État institutionnel. En 2005, les Français disent qu'ils ne veulent pas du traité européen. Et en 2008, le Parti socialiste et les Républicains, c'est-à-dire Sarkozy et Hollande, disent « vous l'aurez quand même ». Et tous les députés, enfin du moins ces députés-là, disent au Congrès, Assemblée nationale et Sénat réunis, ce que vous n'avez pas voulu en 2005, vous l'aurez en 2008 avec le traité de Lisbonne. Donc les gens disent, mais ça sert à rien qu'on aille voter, vous nous demandez notre avis, quand l'avis ne vous convient pas, vous le mettez à la poubelle, on ne va pas se déplacer. 50% des gens ne vont pas voter, vous avez vu les élections. C'est quand même ça la vraie inquiétude. Donc les gens se disent, il y a eu les gilets jaunes, ils sont descendus dans la rue, ils se sont fait récupérer par la politique politicienne. Quand il y avait les gilets jaunes, des ronds-points, c'était formidable. C'était girondin, chacun était là, on pouvait pas noyauter dans un village ou dans une ville, vous savez bien qui arrive, qui est quoi, etc. Donc il y avait des saucisses, il y avait du vin rouge, il y avait des copains, on fumait peut-être un peu trop, on buvait peut-être un peu trop, mais il y avait une vraie identité des gilets jaunes à ce moment-là. Ils se sont fait avoir en devenant parisiens et en montant à Paris. Et d'un seul coup, politiquement, ils se sont trouvés détruits, débordés par les Black Blocs, etc. Donc ils se disent, mais quand on dit par les élections qu'on ne veut pas de quelque chose, on dit allez vous faire voir. Et quand on le dit en descendant dans la rue, on lui dit allez vous faire voir aussi. Donc que les gens soient résignés, ça paraît un peu normal. J'ai appris il y a quelque temps que Macron avait fait acheter du matériel de maintien de l'ordre. Donc on se dit tiens, il y a de l'argent pour maintenir l'ordre. Mais maintenir quel ordre ? Il faut bien armer les policiers. Il faut que les policiers puissent lutter contre la délinquance, Michel Onfray. Mais oui, mais et qu'ils ne soient pas démunis, parce qu'eux, ils mettent leur vie en danger tous les jours. Lutter contre la délinquance, ça ne se fait pas forcément avec des blindés. Quand, par exemple, et j'ai vu ça, et j'en ai souvent parlé, mais quand vous voyez les certains gilets jaunes, il suffisait de mettre un gilet jaune. Enfin, souvent des Black Blocs qui travaillaient avec M. Castaner, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui dépavaient les Champs-Élysées, et que vous laissiez faire, que la police laissait faire, ça veut dire qu'effectivement, les ordres sont donnés. Et les pavés, quand ils sont enlevés de l'avenue des Champs-Élysées, ils vont sur la tête des CRS ou sur des vitrines. Donc ça me paraît évident. Et après, on a dit, vous avez vu ces gilets jaunes, comment ils se comportent ? Ils vandalisent tout, partout, etc. Donc je pense qu'il y a un moment donné où les gens se disent, de toute façon, on est pieds et poings liés. Et une partie du succès de la manifestation de l'autre jour, elle peut s'expliquer comme ça aussi. Des gens qui disent, oui, il y a le problème des retraites, mais il y a le reste, quoi, on n'en peut plus. D'accord, avec une manifestation qui s'est bien déroulée, pacifique, sans trop de violence. Étonnant, n'est-ce pas ? Avec des millions de personnes dans la rue. Il n'y avait pas la France Insoumise qui, elle, se disait on va faire ça samedi entre nous, et il n'y a pas eu un seul problème de Black Bloc. C'est quand même très étonnant, ça. Peut-être des trucs un peu marginaux. Quelques événements. Ceci dit, on n'a pas eu, sur les chaînes d'infos continues, des poubelles incendiées, des gens qui se tapent dessus, ou qui tapent les CRS, ou etc. Il n'y a pas eu tout ça. D'où on voit que le syndicat old school, moi je défends une gauche old school, ce qui fait qu'on est un fasciste quand on défend aujourd'hui la gauche old school. Cette gauche old school, avec un vieux PC, avec une vieille CGT, qui avait un vieux service d'ordre, des gros durs, des costauds, qui en même temps étaient là et il fallait pas que ça déborde, etc. On se dit, si cette CGT, si ce PC reviennent avec la possibilité d'empêcher
les nuisances des Black Blocs, de permettre de ne pas récupérer, par exemple, la colère des Gilets jaunes, alors peut-être qu'un espoir est possible. Tout l'espoir est possible. Merci beaucoup, Michel Onfray, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dieu, le philosophe et le rabbin, c'est votre livre. Et puis il y a Front Populaire. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, chers amis téléspectateurs et auditeurs, pour votre fidélité. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews avec ses invités pour Face à l'info. Et sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zélani. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes.